Bonsoir Taline Termination. Bonsoir. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Sur l'échiquier du grand jeu, 19e, 21e siècle, qui couvre un très vaste domaine géographique. Et je crois, même je suis persuadé, que ceux qui nous écoutent ont intérêt à avoir devant leurs yeux une grande carte s'étendant du Pakistan, frontière de la Chine, jusqu'au Caucase, la Caspienne, l'Asie centrale, un bout de Russie, l'actuel Kazakhstan, donc un immense domaine à l'intérieur duquel se déroule le grand jeu. Qu'est-ce que c'est le grand jeu au XIXe siècle ? Alors, les spectateurs, les auditeurs ont en fait la carte de l'échiquier qui se trouve dès les premières pages de l'ouvrage et avec un incipit de Rudyard Kipling qui est un petit peu l'écrivain qui accompagne à la fois la lecture du livre et en même temps l'esprit de tous les voyageurs et agents que je décris dans ce livre et qui a cette phrase remarquable: le jeu est si grand, excusez-moi, qu'on ne peut en voir qu'un petit morceau à la fois. Enfin, ma traduction est un petit peu littérale parce que j'ai tenu à le laisser en anglais, ce qui signifie donc que c'est bien un échiquier très vaste avec différentes cases. Et donc le grand jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression qui a été d'abord inventée par un certain capitaine Connolly qui est sur place au milieu du XIXe siècle et qui donc dans un rapport qu'il adresse à je ne sais plus très bien quelle autorité, emploie ce terme de great game, donc de grand jeu, à l'heure d'ailleurs dans une acception qui est plutôt d'ordre civilisationnel. Connolly, en effet, s'imagine que l'Angleterre va pouvoir porter la bonne parole et évangéliser les populations d'Asie centrale ou du Tibet ou que sais-je encore. Donc le terme de grand jeu n'a pas encore la connotation très géostratégique et géopolitique qu'elle aura un peu plus tard. Expression qui revient assez régulièrement et qui surtout va être popularisée par Rudyard Kipling, que j'ai cité à l'instant, et notamment dans son roman le plus fameux, qui est un roman destiné à la jeunesse, Kim. Kim est un jeune orphelin, un gamin qui traîne irlando-indien, qui traîne dans les rues de Lahore. Et donc dans l'histoire de Kipling, cet enfant va être repéré puis voué au service secret, c'est-à-dire au service secret de l'Inde britannique. Et donc pour cette raison, en compagnie d'un très fameux lama, ils s'en vont sur la grande route et vont avoir des tas d'aventures qui sont décrites dans ce livre. Donc ce livre est très important parce que c'est là que Rudyard Kipling, donc dit-on romancier de génie, mais aussi il faut dire un romancier de génie qui avait un talent d'écriture extrêmement exercé par le fait que depuis l'âge de 17-18 ans, donc lui-même gamin, était déjà un jeune journaliste. Il travaillait justement à Lahore, à la Civil and Military Gazette. Et donc Kipling, en fait, était très inspiré de la réalité de l'Inde dans laquelle il avait été élevé, qu'il adorait, et il était très imprégné aussi des réalités stratégiques de son temps, et donc très obsédé par la possibilité que la Russie, jamais justement nommé dans le roman Kim, mais désigné avec cette formule très jolie qui revient à plusieurs reprises comme la puissance bienveillante et septentrionale. Donc la puissance bienveillante et septentrionale, c'est évidemment l'ours russe niché dans son immense tanière et qui pourrait avoir envie évidemment de sortir de sa tanière. Enfin, ça c'est l'éternelle obsession
géopolitique jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Et en l'occurrence, ce qui inquiète beaucoup les Anglais, c'est non pas que l'ours veuille aller tremper ses pattes dans la Méditerranée, mais plutôt un autre genre de mer chaude, c'est-à-dire l'océan Indien, et donc la crainte des Britanniques serait donc la subversion de l'Inde par cette fameuse puissance septentrionale. Donc le grand jeu, c'est ça. Great Game est donc une expression du 19e siècle qui, à l'origine, désigne cette rivalité géostratégique constante qui existe entre l'Empire russe au nord et l'Empire britannique au sud, entendu comme l'Empire britannique des Indes, d'ailleurs en voie d'achèvement et de constitution au XIXe siècle, et les deux empires en voie d'achèvement, parce que les Russes font la conquête de l'Asie centrale achèvent la conquête de l'Asie centrale dans le dernier tiers du XIXe siècle. Les Anglais de même parachèvent l'Empire britannique des Indes au milieu du 19e, et donc il s'agit du choc, alors non pas frontal, mais indirect de ces deux empires qui se cherchent. Les Russes descendent vers le sud, les Britanniques vers le nord, et au milieu, il y a toute cette zone qui est justement, une vaste zone laissée vacante, et que les deux empires, et sur lesquels les deux empires vont se mettre à jouer, c'est véritablement ça le grand jeu, et donc exercer en général des pressions indirectes. Alors c'est bien sûr en premier lieu l'Afghanistan qui va être la pièce maîtresse du grand jeu, et qui va devenir cette espèce de buffer state, d'État tampon. En tout cas, le grand jeu a pour but d'établir l'Afghanistan comme un État tampon entre les deux puissances rivales. Et donc, alors cette expression de grand jeu n'est pas donc quelque chose que les historiens reconnaissent comme étant une catégorie très sérieuse. Je le signale d'ailleurs dans mon livre. Très souvent, le terme de grand jeu a été remis en cause par les historiens anglo-saxons. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi, parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a bien quand même les preuves de ce caractère fondamental de la rivalité entre la Russie, en tout cas la puissance eurasiatique, et puis les puissances maritimes qui ont été l'Angleterre au 19e, puis les Américains. Bref, donc ce terme de grand jeu est ensuite, en tout cas dans mon livre, adapté. Parce qu'au 19e siècle, je l'ai dit, c'est le grand jeu dit classique. Le grand jeu classique a deux joueurs, que sont donc les Anglais et les Russes. C'est un grand jeu relativement facile. Et puis ce grand jeu va se terminer en 1907, au moment où un certain nombre de conventions sont signées. C'est la convention de Lhasa à propos du Tibet, c'est aussi le partage des zones d'influence en Perse. Il y a une certaine stabilisation du grand jeu. Et bizarrement, d'ailleurs, se prépare la Première Guerre mondiale. Preuve que donc le grand jeu, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec les relations internationales. Il est en discordance ou sous-jacent aux relations internationales de l'époque, puisque à peine le grand jeu est-il terminé que l'Angleterre et la Russie se retrouvent dans le même camp au sein de la Triple Entente. Donc l'idée du livre, c'est de montrer que le grand jeu a existé dans sa configuration classique. Ensuite, qu'il a pu se perpétuer en dépit des apparences, et que donc ça reste une donnée fondamentale de la psychologie des acteurs, de la psychologie peut-être des gouvernements, mais surtout des agents, parce que moi je ne m'intéresse pas tellement à la politique des gouvernements, je m'intéresse surtout aux agents secrets, aux aventuriers qui s'élancent à travers l'échiquier. Et donc je tente de faire cette histoire jusqu'au XXIe siècle. Alors justement, dans votre livre, vous parlez d'un certain nombre de personnages qui sont tout à fait fascinants. Alors vous avez cité le capitaine Konali. Il a été exécuté à Bukhara, oui, en 1842, je crois, en même temps qu'un autre agent anglais, le colonel Stoddart.
Ah oui. Et ça a été une des conséquences d'ailleurs des événements d'Afghanistan, de la défaite anglaise en Afghanistan. Mais donc ces deux personnages sont importants, ont joué un rôle important, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous consacrez beaucoup de pages à William Moorcroft notamment, et d'autres. Mais ce sont des agents qui, à ce moment-là, vivent des aventures tout à fait extraordinaires, puisque on voyage en se cachant, en se déguisant. Ce sont des gens qui parlent les langues du pays, qui traversent, qui arrivent des Indes, qui arrivent de Russie, qui franchissent d'immenses espaces par des climats quand même très rudes, aussi bien l'hiver que l'été. Et un relief aussi, tout à fait. Ils voyagent avec des chameaux, avec des chevaux, etc., à pied. C'est tout à fait... Enfin, ça rend très humble quand on voyage maintenant avec des avions, des voitures, des 4x4, des cartes de crédit, des assistances médicales. Oui. Certains meurent d'ailleurs au cours de leurs équipées. Oui, alors, non mais c'est justement ça qui est le sujet du livre. D'ailleurs, en fait, la partie 19e siècle est sans doute, et surtout de la première moitié du 19e, c'est-à-dire en fait les tout premiers personnages que je mets en scène, puisque le choix du livre est en effet d'étudier, non, étudier c'est un mot trop fort, mais enfin disons d'évoquer ce grand jeu à travers des personnalités remarquables, tout en montrant leur côté très moderne. Vous avez mentionné Connolly, Stoddart, etc. Ce sont des types qui sont retenus en otage dans des forteresses, jetés dans des culs de basse-fosse. Ce sont des otages, quoi, des otages anglais pris en Afghanistan par je ne sais quel potentat d'Asie centrale, et d'autres se mettent en quête de les libérer. Il y a ces aventuriers ont quelque chose en même temps de très moderne. Mais vous avez raison de le dire, les pionniers sont les plus intéressants, excusez-moi. Et en particulier, le tout premier d'entre eux, pour qui j'ai une affection particulière, le fameux petit vétérinaire anglais, docteur anglais, William Moorcroft, que j'ai pris énormément de plaisir à évoquer, d'abord parce que je partais sur la base d'une biographie très solide qui a été écrite par un historien anglais que je suis allé rencontrer, Gary Alder, qui est donc le biographe de ce William Moorcroft, qui, sans Gary Alder, serait resté totalement inconnu. Donc Moorcroft, par exemple, est tout à fait typique du grand jeu, en ce sens que il n'est pas il n'est l'agent que de lui-même. Lorsque je parle d'agent, je n'ai pas en tête une représentation à la James Bond ou à la OSS, enfin de quelqu'un qui serait mandaté pour faire une mission avec un ordre de mission précis, quoique j'en ai quand même quelques-uns, et quand j'en ai, je les ai bien mentionnés. Et donc mandaté en vue d'une mission précise. Non, c'est pas ça, être agent. Être agent, c'est décider qu'on est agent. Enfin, c'est tout d'abord s'inventer sa mission. Faire en sorte que sa pulsion voyageuse, je dirais, cette envie d'aller, ce désir de traverser cet espace, soit justifié ou sanctifié par une mission que on inventera peut-être en cours de route, ou peut-être même après coup. Alors c'est pas tout à fait ce que fait Moorcroft, qui a une destinée quand même tout à fait extraordinaire, qu'on peut rappeler en 2 mots. Il est en Angleterre, il a fait des études de vétérinaire, et c'est un spécialiste des équidés. Et notamment, donc je pousse les détails jusqu'à mentionner que c'est un spécialiste de la boiterie des équidés qui, donc dans le contexte de l'Angleterre des débuts de la Révolution industrielle, a même inventé une machine une machine mécanique à fabriquer du fer à cheval, etc. Bon, pour en venir au fait que c'est un obsédé du cheval. Cet obsédé du cheval, ce vétérinaire, après diverses étapes, va se retrouver nommé au poste de directeur des haras de la Compagnie des Indes,
à Calcutta. Et donc, en charge des harades à Calcutta, il se met en tête de fortifier les races de chevaux destinées à l'armée britannique des Indes, donc races qu'il juge inadaptées au terrain et inadaptées à la guerre, enfin à ce qu'on attend des chevaux dans l'armée anglaise au XIXe siècle. Et donc, il se met en tête de faire ce qu'on appelle des croisements ou du breeding, c'est-à-dire qu'il faut trouver de meilleures races de chevaux, plus forts, avec, dit-il, de meilleurs os, de meilleurs muscles, et afin de fortifier les chevaux de la Compagnie des Indes à Calcutta. Et donc c'est dans le but de trouver ces fameux chevaux qu'il va décider de se rendre en Asie centrale, et chemin faisant, donc il va faire 3 voyages tous plus épiques les uns que les autres. On ne peut pas non plus livrer aux futurs lecteurs tous les détails les plus croustillants, enfin les plus amusants et les plus tragiques aussi de la vie de Moorcroft. Mais enfin, il va traverser cet espace à 3 reprises en compagnie de compagnons de voyage toujours plus jeunes que lui et très tête brûlée. Et son but, c'est de se rendre à Bukhara pour aller trouver les chevaux des steppes d'Asie centrale, etc. Bon, finalement, rien de tout ça ne fonctionnera. Il ne ramènera pas cette fameuse race de cheval, parce qu'en attendant, enfin dans l'intervalle, les marchés aux chevaux d'Asie centrale avaient connu un grand déclin. Entre-temps, il s'invente également une mission à propos du pashmina, des chèvres de l'Himalaya. Enfin bref, il invente tout le temps des missions, des buts commerciaux, c'est ça que je veux dire, des buts commerciaux qui intéressent la Compagnie des Indes, tandis que lui, médecin et vétérinaire, s'intéresse à tout ce qu'il regarde. Il soigne les gens, bien entendu, il décrit les reliefs, il fait de la cartographie, il décrit la faune, la flore, il fait tout ça. Et chemin faisant, il comprend, il a l'intuition que cet espace va être l'objet de l'attention de la Russie. Et il commence à devenir, toujours à Dodiac, au cours de ces grandes traversées qui sont des traversées quasiment d'alpinisme ou d'himalayisme, il va développer la certitude que les Russes vont bientôt arriver là, ou sont déjà passés par là, et que s'ils sont déjà passés par là, c'est qu'ils ont forcément un objectif, c'est celui d'envahir l'Inde. Voilà. Et alors il développe cette obsession qui pourrait sembler maladive, mais les très longs rapports de Moorcroft montrent qu'en même temps, même s'il est toujours en décalage sur son temps, ses intuitions géostratégiques sont souvent exactes. Mais alors, on a parlé des Anglais, il y a aussi des Russes. Bien sûr. Il y a Witkiewicz, oui, qui n'est pas vraiment russe d'ailleurs, puisqu'il est polonais, mais qui sert la Russie après avoir été exilé. Oui. Donc c'est encore un personnage tout à fait surprenant. Alors Witkiewicz, c'est l'alter ego de Alexander Burns, qui est donc l'autre agent, un autre agent anglais. Alors lui, beaucoup plus connu et beaucoup plus soucieux de sa publicité. Écrivant des ouvrages à succès, etc. Et Witkiewicz est assez représentatif de ceux qu'on va appeler les agents russes, mais qui sont agents russes, si on veut, mais qui ne sont pas ethniquement russes. Puisque Witkiewicz est en effet polonais, et de manière assez récurrente, en tout cas dans mon livre, on se rend compte que les personnages, les aventuriers côté russe qui traversent l'échiquier du grand jeu, bien, ne sont jamais russes. Il y a toujours des Polonais, que ce soit Witkiewicz, que ce soit Gromczewski, que ce soit Dordziew, le moine, Bouriat, etc. Ce sont des représentants des nationalités de l'Empire russe, qui est dans sa pleine expansion à la fin du XIXe siècle. Alors, ce qui explique
la présence des Baltes et surtout des Polonais, c'est le fait que Witkiewicz, dans sa jeunesse, avait été arrêté pour avoir participé à des mouvements nationalistes polonais à un moment où le gouvernement tsariste les combattait très fermement, notamment après les diverses insurrections de la Pologne. Et Witkiewicz a été arrêté puis déporté en Asie centrale, donc à Orenburg, plus exactement, sur la frontière qui est le point, en quelque sorte, l'avant-poste à partir duquel va se déployer la conquête russe dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et donc, plutôt que de rester enfermé dans cette forteresse, Witkiewicz, qui était très jeune, va pouvoir déployer ses talents. Alors, il commence à s'intéresser déjà à l'espace qui est autour de lui, à la steppe kazakh, il s'intéresse à l'ethnographie, enfin il apprend tout, il est très très doué en langue, ça c'est quand même l'un des caractères de ces agents et de ces aventuriers, et finalement de jeunes hommes arrêtés et emprisonnés dans une forteresse, il parvient à gagner sa liberté étant non pas de retourner en Pologne, sa liberté étant justement lui aussi de faire une grande traversée de l'échiquier, d'obtenir qu'on lui fasse confiance. Alors lui, il va être effectivement mandaté pour un certain nombre de missions et donc d'aller toujours plus loin jusqu'à finalement rencontrer, donc c'est pour ça que l'épisode est très précieux, jusqu'à rencontrer physiquement à Kaboul son alter ego Alexander Burns, donc l'agent anglais, et donc il passe une fameuse soirée de réveillon à Kaboul qui est racontée par le serviteur de Burns qui est un certain Mohan Lal, qui est son factotum, enfin plus qu'un factotum, son traducteur et son secrétaire, et qui raconte donc la rencontre entre les deux agents. Alors en plus, comme l'un et l'autre, enfin l'un fait semblant de ne pas comprendre la langue de l'autre, enfin il y a toutes sortes de subterfuges, une espèce de valse entre les deux agents, et donc cette rencontre est évidemment très symbolique du fait que l'Afghanistan est désormais investi par... Enfin, on ne peut pas dire les deux puissances rivales, mais enfin, en tout cas, les deux agents des représentants des puissances rivales se retrouvent là, et c'est très symbolique du grand jeu, qui est à ce moment-là à son plein apogée. On peut dire d'un mot que pour l'Asie centrale, il y a une conquête militaire. Les Khanats sont pris, les royaumes en fait, de Khiva, de Bukhara, de Kokand sont successivement conquis les uns non sans déboire d'ailleurs au début. C'est plus compliqué qu'on ne le croit, mais ils finissent par être conquis par l'armée russe. Et il y a un régime de protectorat. Ce sont des protectorats jusqu'à l'époque soviétique, en fait, qui abolit ces royaumes. Mais il y a conquête militaire, et c'est finalement les Russes qui dominent l'Asie centrale au moment où la guerre de 1914 éclate. Oui, c'est ça. Donc, du côté russe, si vous voulez, la perception britannique, la crainte que les Russes arrivent jusqu'en Inde est simplement justifiée par l'observation de la conquête russe de l'Asie centrale. C'est effectivement entre les années 1850 et 1873 que s'accomplit la dernière grande poussée de croissance de cet empire avec la conquête de l'Asie centrale. Donc le fait que les Anglais regardent ça, les Anglais depuis le sud de la grande chaîne himalayenne, depuis l'Inde, regardent cela avec une certaine inquiétude, peut se comprendre, d'autant que
je l'explique tout de même un peu. Ces conquêtes sont bientôt verrouillées par la construction d'un chemin de fer stratégique qui est le Transcaspien et qui vient longer, et non pas énerver, mais vraiment longer toute la frontière méridionale de l'Asie centrale. Bon, tout cela suscite énormément d'inquiétude. Donc le grand jeu est une affaire de perception. Donc, si c'est une affaire de perception, je dirais le grand jeu, c'est la représentation britannique de la possibilité d'une expansion russe en Inde. Et de l'autre côté, c'est un point de vue russe ou des avancées russes en direction de l'Inde. Bon, j'ai recensé à plusieurs reprises la façon dont la présence russe se manifeste. Alors il y a plusieurs agents, un certain Agamedi, qui d'ailleurs lui-même n'est pas russe, mais un juif de Perse, mais qui n'arrivera jamais parce qu'il meurt en cours de route. Enfin, un certain nombre d'histoires sont racontées pour exprimer ce jeu de représentation. Alors, on va passer à la seconde partie de votre livre, c'est le grand jeu pendant la Première Guerre mondiale, où on voit apparaître des acteurs qui sont pas actifs au XIXe siècle, c'est-à-dire la Turquie. Et on parle de l'Arménie aussi. Et il y a aussi des agents, il y a l'Iran également, qui est un ensemble, un empire qui se disloque à ce moment-là, qui va très très mal. Donc c'est pas le grand jeu classique, mais dans cette région du monde, il y a beaucoup d'événements qu'on oublie parce qu'on est concentré sur le théâtre européen, sur les fronts le front de l'Ouest, en France ou à Salonique, etc. Mais il y a tout ce qui se passe également de l'autre côté du théâtre, c'est-à-dire avec la Turquie qui est un acteur de la Première Guerre mondiale, puisqu'ils sont du côté des Allemands et des Autrichiens, et un jeu britannique, un jeu russe également, qui intervient dans ces zones-là. Alors, avec la Première Guerre mondiale, évidemment, les choses se compliquent. Surtout si on décide de poursuivre, enfin, si on décide que le grand jeu, en fait, n'est pas tout à fait terminé. Donc, et c'est un petit peu compliqué, puisque, comme je l'ai expliqué, en apparence, les camps des belligérants ne devrait plus justifier l'appellation de grand jeu, puisque la Russie et la Grande-Bretagne, comme je l'ai dit, sont en 1914 dans le même camp au sein de la Triple Entente. Et pourtant, l'idée que je défends dans le livre, sur la base d'un certain nombre de faits historiques, c'est qu'en réalité, la Première Guerre mondiale, évidemment, bouleverse l'échiquier. Bon, c'est comme et d'ailleurs, je le dis, c'est comme un échiquier qui a été renversé, les pièces sont bouleversées, tout est redistribué, mais d'une manière qui peut sembler illogique, mais tout de même. Chez les Britanniques, la crainte de l'Empire russe de l'Empire russe, mais qui lui-même se disloque, puisqu'il s'effondre en 1917, va se manifester sur le long terme. Et donc, on peut voir, enfin, il faut peut-être essayer de simplifier les choses, on peut voir des résurgences de partie de grands jeux, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où l'Empire russe s'est effondré, justement. On pourrait imaginer que l'Empire russe s'étant effondré, l'Angleterre ne craint plus rien de ce côté-là, mais après la Révolution russe, il y a l'avènement du régime bolchevique, et ce régime bolchevique lui-même ne contrôle évidemment pas l'ensemble du territoire à ses débuts et est en quête d'une reconquête ou d'une légitimité territoriale qui n'est pas encore faite. Et donc ça va entraîner des nouvelles configurations de grands jeux, plus complexes bien sûr que celui du 19e, mais toujours sur le même théâtre. Donc l'Asie centrale, en particulier l'espace de la Transcaspie, c'est-à-dire les régions qui correspondent au Turkménistan,
etc. Alors pourquoi? Parce que l'Angleterre est toujours en guerre. Elle craint alors, ce qu'elle craint le plus d'ailleurs, c'est davantage un déferlement turc sur l'ensemble de l'Asie centrale, un déferlement de l'Empire ottoman, donc au-delà de la Caspienne, et qu'ils ne viennent à subvertir l'ensemble de l'Asie centrale, et pourquoi pas, encore une fois, l'Inde. Et donc, les Anglais vont tenter de faire barrage à ces ambitions impérialistes rivales. Et ce barrage va prendre la forme d'une présence britannique, donc notamment dans ces régions d'Asie centrale et en Transcaspie, le long justement de ce fameux chemin de fer, pour tenter d'empêcher l'arrivée des Turcs. Et puis, bientôt, assez rapidement, dès la fin de l'année 18 et en 1919, la présence anglaise va également prendre la forme d'une croisade anti-russe ou d'une croisade anti-bolchevique. Donc là, on revoit dans cet espace-là, alors que les Anglais sont déjà beaucoup plus avancés en Asie centrale, une forme de rivalité entre donc le nouveau pouvoir politique russe, donc les bolcheviks, et les Britanniques, jusqu'à ce que les Britanniques, et d'ailleurs les Alliés, se retirent totalement de la partie, donc laissant à ce moment-là les acteurs reprendre le contrôle de l'échiquier, essentiellement sous la forme, laissant les puissances reprendre le contrôle de l'échiquier, et là, à ce moment-là, laisse face à face eh bien, les nouveaux pouvoirs qui sont arrivés à la chute des deux empires en question, enfin de l'Empire russe et de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les soviétiques et les kémalistes. Donc là, les Européens partent à ce moment-là. Un petit peu, d'ailleurs, peut-être comme ça risque de se produire aujourd'hui. Alors c'est à la fin de la Première Guerre mondiale qu'on voit apparaître dans toute cette histoire un Français. Oui. Qui est un prêtre, un religieux, je ne sais plus, Antoine Poidebard. Le père Poidebard. Pas très connu en France, mais si, il est mais très qui connu. Mériterait de l'être. Ah oui, il est connu, Poidebard. Il y a beaucoup de livres sur le père Poidebard. Alors là, c'est un personnage absolument incroyable, qui est un agent secret, enfin qui est un jésuite, un père jésuite. Qui a travaillé donc comme agent de renseignement au service de la France, justement en Perse à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui par la suite est très connu, en tout cas des spécialistes, notamment il est très connu au Liban parce qu'il est mort à Beyrouth dans les années 50. Parce que le père Poidebard était évidemment non seulement un aventurier, un voyageur, un passionné d'archéologie, et il avait réussi à convaincre les autorités mandataires françaises à Beyrouth de lui confier un ou plusieurs avions et de transformer ces avions militaires pour les besoins d'un équipement qu'il avait inventé, qui était l'altifote. Et avec l'altifote, il faisait de la photographie aérienne. Donc le Poidebard, c'est le jésuite aviateur. Enfin, non pas, il pilotait pas les avions parce qu'il était à la place arrière, et avec son altifote, il photographiait le désert syrien. Et c'est ainsi que Poidebard a été notamment l'inventeur de la prospection archéologique par reconnaissance aérienne, parce qu'il prenait des photos en altitude. Bon, c'était quand même un certain courage, hein. Tout ça en plein vent, enfin il n'y avait pas de cockpit. Bref, donc Poidebard c'est quelqu'un comme ça, c'est-à-dire c'est un homme de foi. Je ne sais pas s'il était doté d'un grand sens de l'humour, mais enfin, en tout cas, c'est un homme de foi qui a un courage physique quand même absolument incontestable, et qui a
parcouru donc l'ensemble de la région de l'Iran, du Moyen-Orient. C'est un acteur de la diplomatie humanitaire. Il s'est beaucoup évidemment intéressé aux Arméniens après le génocide dont il a été recherché les victimes jusqu'à Bagdad. Enfin, il a un intérêt absolument boulimique, prolifique pour l'ensemble des grands faits historiques qui ont affecté cette région et les archives que détient aujourd'hui l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, notamment les carnets de Pointe-Barre que j'ai consultés, témoignent de cela. Mais à part ça, Pointe-Barre, donc, qui est au terme de sa mission secrète, aux côtés de l'expédition de Dunsterville en Iran en 1918, à l'issue donc de cette mission, il a écrit un livre sur le rôle de la Perse et dans les grandes voies transcontinentales, et donc il a lui aussi une vision géopolitique de la région, une vision géopolitique qui est très proche en fait de la problématique du grand jeu, même si on peut, enfin, il est difficile de mettre la France au premier rang des actrices du grand jeu. Malgré tout, ce père Pointe-Barre bouscule un peu les lignes et j'avais très envie de le faire figurer au palmarès de mes agents. Très bien. On va parler d'événements plus proches de la guerre froide. Et il y a un grand jeu dans les régions dont vous parlez pendant la guerre froide, même si l'Union soviétique domine complètement l'Asie centrale, se pose la question de l'Inde et du Pakistan. Donc l'Inde étant un des acteurs, enfin un des lieux à partir duquel se mène le grand jeu au XIXe siècle, on retrouve l'Inde avec le problème du Pakistan, et tout ça est toujours lié plus ou moins à la situation en Afghanistan. Oui, alors le grand jeu se complique également sur cette partie de l'échiquier. Alors c'est la guerre froide, pour en dire en deux mots, et en même temps c'est la décolonisation. Donc on pourrait dire bon, bah, les Anglais ne sont plus de la partie, mais et bon, en effet ils ne le sont plus. C'est-à-dire en fait s'il y a un nouveau grand jeu à partir, enfin, dans le contexte de la guerre froide, aussi plus exactement, je peux voir dans la guerre froide des configurations identiques à celles du grand jeu. Il est évident que les acteurs ont changé. Ce ne sont plus des Anglais, mais des Américains qui sont à la manœuvre. On sait bien que l'espace a été fracturé donc à la suite de la décolonisation, donc il y a une sorte de remplacement de la puissance maritime. Donc désormais, ce seront les Américains dont nous parlons. Donc effectivement, les Américains qui donc à partir du moment où l'Inde est décolonisée et où a eu lieu la fameuse partition de 1947 avec la création du Pakistan, et donc la configuration devient effectivement favorable à de nouvelles parties du grand jeu, dans la mesure où le Pakistan va devenir assez rapidement un point d'appui de la politique américaine, et qu'à partir du Pakistan sont déployées un certain nombre de missions qui paraissent quand même un petit peu folles, mais qui ont bien existé, destinées à surveiller l'Union soviétique, destinées à remplir les objectifs que se sont fixés les États-Unis à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire ceinturer, tenter de contenir le communisme le long du Rimland asiatique, là, pour employer cette expression du géopoliticien Speakman, et donc
la guerre froide, à bien des égards, peut se lire comme une nouvelle partie de grands jeux. En tout cas, j'essaie d'en repérer quelques-unes. Donc l'histoire de l'avion U-2, là, le U-2 qui avait décollé du Pakistan, ou encore le soutien de la CIA aux Tibétains. Enfin bref, il y a un certain nombre d'opérations qu'on ne va pas détailler forcément ici en détail, mais qui illustrent ce fait. Avec un autre acteur qui intervient également, c'est la Chine, puisqu'il y a un conflit entre l'Inde et la Chine. Vous évoquez ces conflits qu'on a en général assez oubliés, des conflits militaires. 1962, oui. Oui, alors bien sûr, oui, conflit militaire qui se déroule en même temps que Kennedy, pendant que le président Kennedy essaye avec succès finalement, de résoudre ce moment de tension extrême au moment de l'affaire cubaine et la crise des missiles à Cuba. De l'autre côté, il y a donc cette guerre sino-indienne dans laquelle l'ambassadeur des États-Unis, qui n'est autre que le flamboyant Galbraith, donc économiste très connu, mais moi j'ignorais en fait qu'il avait cette année-là joué le rôle d'ambassadeur. Il n'a pas joué un petit rôle dans le règlement de cette autre crise qui s'est déroulée durant l'année 1962, donc durant la présidence de Kennedy. Et donc là, il y a réellement aussi quelque chose qui ressemble à une partie de grand jeu qui se joue à ce moment-là. Alors, bien sûr, il faut parler un petit peu de l'Afghanistan, puisque ça a été ça se situe à la fin de la guerre froide, c'est une des causes de l'effondrement de l'Union soviétique. Pourquoi est-ce que parce qu'il y avait de bonnes relations entre l'Union soviétique et l'État afghan, la monarchie afghane. Oui, c'est un État soutenu, oui. Oui, pourquoi est-ce que les soviétiques sont intervenus alors qu'ils savaient, l'Afghanistan a la réputation d'expulser en fait les étrangers, les Anglais en savent quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont intervenus militairement ? C'est pas exactement la question de pourquoi ils sont intervenus. C'est pas exactement le propos du livre de rentrer dans cette analyse-là. Disons pourquoi les soviétiques plutôt que d'autres, parce qu'en fait le livre montre que il y a une sorte de fatalité des empires qui sont en quelque sorte attirés comme dans un entonnoir dans ce territoire de l'Afghanistan. Donc la guerre soviétique d'Afghanistan, après tout, ça n'est qu'une des guerres qui se sont déroulées. L'Angleterre, quand même, s'est cassé les dents 3 fois. Enfin, cassé les dents, non, parce que il y a eu quand même 3 guerres d'Afghanistan entre le 19e siècle et le début du 20e siècle. Il y a eu la guerre soviétique d'Afghanistan, vous l'avez dit. Puis ensuite, il y a eu la guerre américaine d'Afghanistan qui a duré 30 ans. Donc le pourquoi... on pourrait bien entendu... rentrer dans les détails. Il y a une combinaison de facteurs historiques qui expliquent le fait d'entrer mécaniquement dans le soutien militaire à un régime afghan, communiste qu'il s'agit de soutenir. C'était ça le prétexte. Mais la partie de grand jeu, elle se joue plus tard, lorsque je raconte un congressman démocrate américain, alors lui aussi un personnage absolument incroyable, qui est donc ce Charlie Wilson, qui est donc un député au Congrès, démocrate d'origine texane, c'est très important de le savoir, va à la fin des années 80 se prendre tout à coup d'une passion pour la cause afghane, et lui aussi, sans doute avec ce même romantisme, cette attirance fondamentale pour ce pays et ces gens, et peut-être aussi parce qu'il est texan et qu'après tout, peut-être qu'il y a des points communs entre la psychologie des Texans, les ranchs, les chevaux, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, Charlie Wilson
enfin la biographie de référence que je cite, qui est celle du journaliste George Cryle, le confirme aisément. Charlie Wilson va se débrouiller avec un autre personnage féminin, pour une fois, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans cette affaire, qui est donc l'une de ses multiples maîtresses, qui s'appelle Joan Herring, va se prendre d'une passion donc, pour les Moudjahidines d'Afghanistan et convaincre la CIA de s'engager dans ce qui sera la plus grande opération de la CIA, c'est-à-dire le soutien aux Moudjahidines afghans contre le communisme. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument énorme et ça va déterminer toute la suite de l'histoire quasiment jusqu'à aujourd'hui, puisque l'engagement des Américains aux côtés des Moudjahidines va finalement être tout à fait approuvé et lancé, avec dans des circonstances, alors là aussi assez rocambolesques, raconte, il fallait des mulets, il fallait des ânes parce qu'on ne pouvait plus utiliser les chameaux parce que les chameaux étaient trop repérables par les hélicoptères soviétiques. Donc il a fallu aller chercher dans le Tennessee des chargements de mulets qu'on a envoyés jusqu'en Afghanistan. Enfin bon, tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre là aussi le côté totalement improvisé de cette politique du grand jeu. Et moi, je suis persuadé que Charlie Wilson était un acteur du grand jeu au même titre que Moorcroft, c'est-à-dire animé par une conviction aventurière profonde. Et puis alors, dans son cas, lui, le fait est que les choses marchent, puisque non seulement le soutien américain aux Moudjahidines parvient à mettre l'armée soviétique en difficulté, mais encore, quelques années plus tard, finalement, l'Union soviétique finit par s'effondrer, ce qui était quand même le but ultime du grand jeu. Donc, en tout cas, là, c'est vraiment une fin de partie absolument spectaculaire, sauf que le jeu, évidemment, n'est pas terminé. Mais ce député, après l'invasion soviétique, pensait que les soviétiques pousseraient plus loin encore, vers la mer, et que justement, vers la mer Rouge, c'est lui ou sa compagne qui dit ça, dans un texte que vous citez. Oui, s'ils atteignent le détroit d'Ormuz, on n'a plus tout le cheminement, enfin tous les bateaux seront bloqués, et nos provisions seront menacées, nos biens, etc. Et c'est gravissime, donc il faut les bloquer au maximum. Ça, c'est Joan Herring qui dit ça, mais alors elle navigue dans les milieux très argentés, comme on l'imagine, des pétroliers texans qui justement s'inquiètent du pétrole, forcément, oui, et des flux pétroliers au travers du détroit d'Ormuz. Donc oui, il y a toute cette dimension économique là. Ce Joan Herring devient également l'ami une amie proche en tout cas du dictateur Zia au Pakistan. Enfin bref, il y a bien sûr des préoccupations stratégiques générales, mais tout de même, l'idée vient de quelques individus, d'une poignée d'individus qui n'ont particulièrement pas froid aux yeux. Et là, pour le coup, ces quelques personnages, là, ces Texans là, que je viens de mentionner, ont quelque chose de tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Donc, la fin de la guerre soviétique d'Afghanistan, la victoire remportée par les États-Unis, le fameux télégramme du chef de station américain à Islamabad, écrit en lettres capitales, We won, nous avons gagné, etc., en 1989, pour évoquer donc le retrait soviétique d'Afghanistan. Et ensuite, l'Union soviétique s'effondre, donc on arrive à la fin de la dernière décennie du XXe siècle.
Donc il n'y a plus de grands jeux. Vous vous souvenez sans doute qu'à cette époque, on pensait que du moment que le communisme, l'Empire soviétique s'était effondré, eh bien c'était la fin de l'histoire, c'était le triomphe de l'ordre libéral, c'était, enfin il y avait tout un discours qui était déployé à cette époque-là. Évidemment, de là où nous sommes maintenant, ça paraît évidemment un peu ridicule qu'on ait pu imaginer qu'il y aurait une fin de l'histoire possible. Et donc, en fait, ce que les Américains ont gagné, c'est justement le titre du livre justement d'un ancien responsable de la CIA, Bruce Riedel, qui a écrit un livre qui était What We Want, qu'avons-nous gagné? En référence à ce fameux télégramme de We Won, là, nous avons gagné du chef de la CIA à l'époque. Donc qu'est-ce que nous avons gagné? Évidemment, le spectacle a été ensuite évidemment très dégrisant parce que la guerre américaine en Afghanistan, la présence américaine en Afghanistan a duré plus de 30 ans, c'est terminé comme on le sait. Ce soutien américain au Moudjahidine a ensuite favorisé, comme on le sait aussi, la montée de part et d'autre des différents courants islamistes, etc. Et ça a fini par être finalement totalement un désastre. Et ça, Charlie Wilson, qui est mort maintenant depuis bien des années, en était déjà conscient quelques années après la chute de l'URSS. Donc il avait déjà un point de vue désenchanté sur ce qu'avaient été les suites de l'opération qu'il avait pourtant contribué à mettre en place avec je dirais pas enthousiasme, mais en tout cas avec une énergie absolument incomparable. Donc, par rapport au territoire que vous avez exploré, toutes les zones sont critiques en ce moment, puisque la question de... Le Pakistan a gagné en Afghanistan, en fait, puisqu'ils ont une base arrière maintenant solide. Ils n'ont pas d'adversaire contre eux, mais il y a la question du Cachemire, il y a toujours l'antagonisme avec l'Inde. L'Asie centrale est maintenant une région disputée, entre les influences russes, américaines éventuellement, et autres. L'Iran est un pays instable, comme on le voit à travers toutes les révoltes qui se déroulent dans ce pays. Et puis le Caucase, dont on a peu parlé pendant notre entretien, mais qui est très présent aussi dans votre livre et qui est très présent depuis le début du Grand Jeu. Je crois qu'on allait aussi y acheter des chevaux. D'un des officiers britanniques allait acheter des chevaux dans le Caucase, c'est quand même assez hallucinant. Mais le Caucase aussi est une zone complètement instable, puisque nous voyons aujourd'hui, actuellement, les conflits extrêmement sanglants qui s'y déroulent. Donc, pour comprendre tout cela, effectivement, il faut lire votre livre. Écoutez, oui, alors aujourd'hui, le nouveau grand jeu, alors je me suis tout à l'heure expliqué sur la justification du terme de grand jeu, mais il faut aussi se justifier sur le nouveau grand jeu, qui est effectivement un grand jeu extrêmement complexe, avec plusieurs joueurs, avec un échiquier qui est encore une fois... renversé ou en perpétuelle ébullition. Effectivement, tous les théâtres que vous avez mentionnés sont des parties de grands jeux que l'on pourrait se représenter indépendamment les unes des autres. Donc c'est comme ce que disait Kipling, que je mentionnais tout à l'heure, que je recite à nouveau, le jeu est si large qu'on ne peut percevoir qu'une petite partie, qu'une seule partie à la fois. Donc dans tous les théâtres que vous avez cités, il se joue une partie de grand jeu. Au Caucase, bien entendu, puisque vous faites référence, j'imagine, aux événements malheureux qui ont
frappé l'Arménie depuis 2020 avec la défaite devant l'Azerbaïdjan et surtout depuis septembre dernier avec la défaite et l'anéantissement de la République de facto de l'Artsakh et l'exode consécutif total de 120 000 personnes qui ont été expulsées totalement de cette région. Donc déjà, des scènes qu'on croyait d'un autre âge, selon la formule convenue, les scènes d'un autre âge sont toujours de notre âge apparemment, et ça n'a pas ému plus que ça, ou en tout cas si ça a ému, il est clair que cet événement-là a été balayé par une autre actualité plus dramatique encore. Mais justement pour la mettre en relation avec cette actualité plus dramatique encore, je dirais que tous ces théâtres, on pourrait bien sûr citer l'Ukraine, où se joue également une partie de grand jeu, forcément, puisque du point de vue russe, cette guerre a été rendue nécessaire par le fait que les Américains avaient transformé l'Ukraine en une colonie américaine, et que donc ça crée un état de choses qui, à leurs yeux, en tout cas aux yeux des Russes, aux yeux de Poutine, était absolument intolérable. Donc là, encore une fois, une configuration frontale, de choc frontal entre Américains et Russes. Pour le Caucase, de la même manière, au Caucase, Vladimir Poutine avait orchestré une paix et un cessez-le-feu en novembre 2020, mais en fait, depuis 2020, les Européens et les Américains n'ont pas cessé de revenir à l'assaut, proposant des formats de négociation concurrents de celui des Russes, dans une intention évidemment, moi, qui me semble évidente, c'est celle évidemment d'essayer d'allumer un contre-feu dans le Caucase, nuire aux menées stratégico-diplomatiques de la Russie pour tenter de les supplanter. Sauf que je regarde, comme vous le sentez sans doute, ces tentatives européennes avec beaucoup de scepticisme, précisément parce qu'on a fait référence à l'histoire qui s'est déroulée il y a un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, où de la même manière les Européens, Poids-de-Bar et d'autres, étaient présents, mais qu'à un moment donné, les chancelleries européennes ont décidé que la partie était terminée. Et donc ont laissé le Caucase, les nations du Caucase face à face, et surtout aux prises avec les deux puissances régionales que sont la Russie et la Turquie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour le Caucase, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est même totalement, je pense, une nouvelle fois cette configuration qui est en train de se jouer avec la variable, l'entente pragmatique nécessaire entre la Russie et la Turquie, et puis les nations caucasiennes coincées, alors évidemment avec leurs problèmes de politique intérieure sur lesquels on passe, mais donc le jeu est compliqué, et en tout cas il y a une configuration de grand jeu. J'en suis absolument certaine. Mais c'est un jeu, encore une fois, plus compliqué, dans lequel on va trouver des acteurs inattendus. Israël, par exemple, qui est très présent en Azerbaïdjan, qui est, du point de vue, en tout cas, des Arméniens. Après tout, je peux bien représenter ce point de vue-là. On n'a pas joué un rôle très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les Israéliens, donc alliés des Azerbaïdjanais et des Turcs, ont livré des tas d'abord disposent de bases en Azerbaïdjan, à partir desquelles ils peuvent surveiller l'Iran, qui est quand même leur grand ennemi. Donc là, encore une fois, autre partie instable, et surtout ils ont livré du matériel militaire, des drones tueurs extrêmement redoutables qui ont pesé lourd au moment de la défaite de 2020, sans parler de toute la logistique, logiciel, informatique
espionne à disposition, mais ça, pour le coup, je crains fort que les événements actuels n'aient montré que finalement tous ces systèmes de renseignement n'avaient peut-être pas l'utilité qu'on imaginait qu'ils avaient. Et là, pour le coup, c'est Israël qui en a fait les frais lors des événements tragiques qui se sont déroulés il y a quelques jours. Nous vous réinviterons pour parler plus précisément du Caucase et de l'Arménie, si vous le voulez bien. Mais on va se tourner vers les amis qui nous écoutent s'ils veulent poser quelques questions. Je vous en prie. Oui. Oui, il y a un nouvel acteur sur la scène, notamment d'Asie centrale et en Afghanistan, c'est la Chine. Un nouvel acteur. La Chine qui pointe son nez. On dit qu'elle est présente, elle serait présente en Afghanistan, notamment économiquement. Il y a un aspect économique des choses. Oui, bah, la Chine, je le mentionne dans la conclusion, elle est présente jusque dans le Pakistan, dans les investissements massifs, enfin elle est tout à fait maîtresse de ces corridors routiers, autoroutiers, etc. Enfin de ces grands systèmes qui vont jusque dans les ports. Et donc la Chine joue un rôle évidemment crucial dans la configuration du nouveau grand jeu. Donc c'est pour cette raison que c'est vraiment un jeu à plusieurs joueurs. Alain ? Les personnages que vous évoquez, notamment au XIXe siècle, sont, enfin, à vous écouter, des personnages assez romantiques finalement, où le rationalisme n'intervient pas toujours énormément. Est-ce que ce genre de personnage peut encore jouer aujourd'hui un rôle important? Alors aujourd'hui... Est-ce que les États, ou les tenants du grand jeu, maîtrisent les choses? Écoutez, c'est une question, mais aujourd'hui, alors je ne connais pas ce genre de personnage, je dois vous l'avouer. Enfin, je n'ai pas d'exemple de personnage de ce genre actuellement, mais peut-être que je ne les ai pas à ma connaissance. Si ces personnages existent, ils sont sûrement pas au devant de la scène. D'ailleurs, dans les agents que je mentionne, enfin, à part peut-être Burns, qui lui avait été capable de faire des best-sellers et d'écrire immédiatement son histoire parce qu'il avait un vrai talent de plume. Voilà, donc ces personnages, s'ils existent et s'ils jouent un rôle décisif, gageons qu'ils ne sont pas au devant de la scène, ou peut-être qu'ils apparaîtront à un moment donné. Je ne sais pas, c'est une des questions qu'on peut se poser. Quel est le rôle des individus dans l'histoire? Quel est dans le contexte du monde actuel, avec cette liberté, vous avez mentionné, enfin bon, les capacités d'échanger des informations à la vitesse de l'éclair, etc. Je ne sais pas très bien dans quelle mesure, enfin, quelle est la part de l'individu qui subsiste. Mais enfin, en tout cas, oui, on peut se poser la question, on peut espérer qu'il y a encore des individus de ce genre. Il y a des ambassadeurs qui sont des aventuriers aussi. Il y a plusieurs types d'ambassadeurs. Oui. On en connaît quelques-uns. Je ne citerai pas les noms. Mais, alors donc, M. Renouva en a connaissance. Voilà, il y a des ambassadeurs qui sont simplement des fonctionnaires qui appliquent les directives du Quai d'Orsay, et puis d'autres qui ont de l'initiative, qui ont une véritable vision de la situation internationale, en tout cas régionale, et qui peuvent jouer un rôle relativement important dans la mesure où ils ont quand même une assez grande marge de liberté. Ils n'ont pas tout le temps la direction adéquate du Quai d'Orsay sur le dos, et donc il peut y avoir des gens comme ça. Mais la grande différence avec le 19e siècle, c'est que ces agents, même s'ils ne sont pas forcément mandatés, enfin, Witkiewicz, si, il a un ordre de mission, je cite, très précis, il doit faire une mission de reconnaissance en Afghanistan. Tout de même, c'est qu'ils sont
portés par des empires, même indirectement, mais portés par des empires en pleine croissance. C'est la grande différence. Enfin, je veux dire, bon, l'Empire britannique au XIXe siècle, la puissance commerciale de l'Angleterre industrielle, enfin, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc, effectivement, peut-être que la capacité d'action des agents est décuplée par la force, enfin, la puissance d'expansion qui est derrière. Et même chose de la Russie, même si la Russie n'est pas encore une nation industrielle au XIXe siècle, elle est quand même un empire colonial en pleine expansion. Et en tout cas, un empire continental. Bon, comme aujourd'hui, le plus grand pays du monde. Alors, aujourd'hui, justement, je ne sais pas. Parce que je ne saurais pas, d'ailleurs, vous dire quel est le... enfin, alors peut-être si, du côté des Chinois, quelle est la puissance en pleine expansion, porteuse d'intérêt, etc. Si, probablement, on pourrait imaginer des aventuriers chinois en Afrique, enfin, imaginer des personnages de ce genre, mais en tout cas, je ne les connais pas. Mais c'est une pas question, encore, pas ça encore. mérite réflexion. Oui. Monsieur, je vous en prie, oui. Oui, je reviens sur le début de votre intervention concernant le choc frontal des impérialismes russes et anglais dans cette région. Donc on comprend évidemment l'affrontement qui a eu lieu à l'époque et qui nous a malheureusement aussi entraîné parfois dans des conflits qu'on aurait peut-être pu éviter, nous Français, je pense à la guerre de Crimée en 1854. Ça explique aussi l'Afghanistan qui visait à séparer ces deux empires. Mais par rapport à la situation actuelle, comment expliquer la position en pointe des Anglais contre la Russie sur l'affaire d'Ukraine, alors que l'Angleterre est complètement retirée de ce grand jeu dans la région? La position, pardon, Du Royaume-Uni. La position en pointe contre la Russie. On comprend, comment que les Américains sont effectivement... mais par tradition de grands jeux. Oui, mais moi, je l'explique tout à fait. À l'époque, il y avait les intérêts de l'Empire britannique. Mais par tradition de grands jeux, justement, je dis, c'est une donnée psychologique. Les Anglais sont furieusement... effectivement, vous avez raison de le mentionner, sont furieusement anti-russes. Et puis, alors, dans la problématique du grand jeu, on a vu que les services secrets britanniques ont lâché des tas d'informations, enfin, qui étaient plutôt des opérations d'intoxication, mais enfin, ils sont très très actifs dans ce domaine-là, mais je pense qu'ils le sont par attachement à une tradition, c'est celle-là. Et justement, ils ont cette expertise-là, ils ont conservé cette méfiance fondamentale à l'égard de l'atavisme grand russe, etc. Et c'est enfin, je l'explique tout simplement par... Ils ont joué un rôle militaire dans la guerre civile russe, les Anglais. Oui. Et ils s'en souviennent. Ils sont intervenus dans la guerre civile russe. Oui, puisque oui, au titre de la guerre civile, ils sont par exemple présents justement en Transcaspie. C'est justement l'un des épisodes qui est raconté dans le livre. Oui, mais plus par anti-russe, c'est un peu différent, parce qu'ils soutiennent les Russes blancs, donc ça dépend quels. Ils ne sont pas contre les Russes en tant que tels. Et donc, c'est aussi quand ça les arrange, parce que c'est toujours... En 1916, après l'arrangement sur le Tibet et l'entrée dans la Triple Entente, ils sont du côté des Russes contre les Allemands. Oui, parce qu'ils ont toujours veillé à ce que... Oui, mais enfin, la duplicité des Anglais, en même temps, ils sont, depuis le 19e siècle, enfin, dans la Première Guerre mondiale, ils sont l'ennemi de l'Empire ottoman, qui est aux côtés des puissances centrales. En même temps, la politique anglaise a toujours consisté à préserver, autant que faire se peut, l'intégrité de l'Empire ottoman et l'Empire... Donc, il y a bien sûr une multitude d'intérêts qui sont pris en compte. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui est de l'offensive des services secrets anglais contre les Russes dans la guerre en Ukraine, ça vraiment, je suis persuadé que c'est tout simplement une tradition. Mais comment vous l'expliquez autrement? Ah non, mais moi, j'ai pas d'explication, parce qu'à l'époque de l'Empire des Indes et de Georges Voyou, je comprends, oui. Ça c'était logique, c'était l'affrontement frontal de deux impérialismes. Mais là, bon,
ils n'ont plus rien dans la Oui, région. mais là, on est Mais enfin, ils sont on est quand même alliés aux Américains. Il y a un Et bon. aussi, et donc on n'a pas, on n'a pas eu cette attitude de pointe contre la Russie au moment où ça s'est déclenché, même si on s'est rallié, mais pas avec cette agressivité qu'ont les Anglais. Ah, ils Oui, sont mais- extrêmement agressifs. Ben, oui, bon, écoutez. Alors, j'ai une deuxième question, si vous permettez, par rapport à l'actualité, puisque je crois que vous êtes d'origine arménienne, c'est de savoir, vu la situation tragique dans laquelle se trouve l'Arménie aujourd'hui, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, et la perte malheureusement du Haut-Karabakh, quel avenir vous voyez pour ce pays qui est si mal entouré au milieu de cet océan turcophone? Alors, ce serait un exposé à lui tout seul, mais est-ce que, quelle perspective Pour voyez-vous quel pays? Pour le l'Arménie. Karabakh ou l'Arménie? Pour l'Arménie. Alors bon, pour l'Arménie, écoutez, on va tenter d'être optimiste. Moi, je n'aime pas, évidemment que je n'aime pas le tour qu'a pris les événements depuis cette défaite de 2020 qui est quand même extrêmement humiliante et la dernière encore plus. Mais je crois qu'il faut dépasser le stade de l'humiliation, se représenter tout simplement une population qui était réellement autochtone. Donc ces 120 000 Arméniens du Karabakh qui étaient dans ce pays merveilleux de montagnes, qui ne ressemble absolument pas d'ailleurs à l'Arménie, bon, mais à l'Arménie proprement dite, un pays vraiment extraordinaire. Et donc, ces citadins ou ces paysans attachés à leur terre et qui ont été expulsés de là, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux et triste et la perte apparemment totale, définitive de cette région, enfin définitive en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire, on ne peut voir que des chassés-croisés absolument incroyables. Donc quel avenir l'Arménie elle-même, en plus, avec un dirigeant dont moi je ne parviens plus à déchiffrer la politique, qui est un pays qui est allié par nécessité à la Russie, étant donné que ses ennemis sont à ses portes, mais en même temps, là, le dirigeant actuel, en tout cas il y a une dizaine de jours, semblait mettre tous ses espoirs du côté des Européens, chose que les Russes regardaient avec beaucoup d'ironie et de malveillance. Voilà. Et sur ces entrefaits a surgi, alors effectivement je ne voyais plus d'issue, parce que selon moi, si l'Arménie se met à regarder du côté des Européens, puis surtout à commencer à dire qu'elle se suicide totalement, on est d'accord. Donc ça me semblait extrêmement dangereux. Et ce discours tout à coup pro-européen de Pachinian, bon voilà, s'est produit il y a une dizaine de jours, et sur ces entrefaits, les événements de Gaza et d'Israël se sont produits. Et là, je vois bien sûr un rapport entre ces choses, parce que je vois bien, enfin, dans le traitement de l'information, dans le comportement des médias et dans le comportement des Européens et des Américains, qu'il y a bien une évidence, c'est que les Européens ou les Américains interviendront peut-être pour soutenir Israël, mais c'est une évidence qu'ils n'interviendront jamais pour soutenir l'Arménie. Donc, j'espère que quelqu'un aux commandes de cet État arménien, ou pas, ou quelqu'un qui viendrait au pouvoir un peu plus tard, va enfin reprendre raison et mener une politique plus équilibrée, qui est forcément une politique sur la corde raide, où l'Arménie doit jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire une simple variable d'ajustement entre les intérêts russes et turcs. Mais même ce rôle-là est, je crois, pour le chef d'un petit État comme ça, un rôle extrêmement difficile à jouer. Mais en ce moment, à mon avis, le chef du gouvernement ne le joue pas. Le Premier ministre est enfin je le dis franchement, ne me semble pas à la hauteur de la situation. Sinon, je crains fort, on nous dit des tas de choses effrayantes, que l'Arménie va être attaquée, etc. Je me refuse de faire l'écho de ça, parce que je pense que c'est justement performatif. Je veux dire, à force de dire elle va être attaquée, c'est justement là qu'on est attaqué. Donc on ne va pas dire ça.
Chers amis, de toute façon, comme je l'ai dit, nous réinviterons la ligne termination pour parler longuement de la situation dans le Caucase et plus particulièrement de l'Arménie. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci de l'invitation.